Amis du café, non, c'est pas dans ce sens-là, merde. Amis du café, bonjour. Amis des quartiers, bonsoir. Céline, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, oui, je vous entends très bien. Oh, c'est bon, ça y est. Oh, c'est génial, c'est génial. Céline, bonsoir. Jalal, vous êtes là aussi? Oui, je sais pas si vous m'entendez, mais moi je vous entends, ouais. On vous entend, tout va bien, tout va bien. C'est parfait. Alors, Sentier Battant dans le chat dit que votre prénom, ça veut dire la majesté, c'est bien, c'est le cas? Je la cherche. Je la cherche. En tout cas, oui, c'est effectivement la traduction en arabe. Mais on est plus sur une recherche que sur un état de fait, David, sur la majesté. Vous dites quartier, quartier populaire, banlieue, quartier défavorisé, quartier à problème, quartier sensible, quartier perdu de la République, comment vous dites? Non, moi je dis quartier populaire. On dit quartier populaire, mais effectivement, après, c'est des définitions. Malheureusement, on aurait aimé que les quartiers populaires ne soient pas des quartiers difficiles, que les populaires ne soient pas des quartiers oubliés. On aurait voulu qu'il n'y ait qu'une seule définition, qu'on ait uniquement des quartiers de réunion, des quartiers où il y a des identités fortes qui s'y croisent, des quartiers de mixité sociale. Malheureusement, c'est pas uniquement ça. C'est des quartiers qui sont riches en culture, en échange, pauvres en financement souvent et en attention de l'État, malheureusement. Le Bondi Bloc serait pas là s'il y avait pas de problème. Nommer les choses, c'est le début de tout. Bien sûr. Et d'ailleurs, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui peut nommer, hein, Mhm. selon la bonne définition. Mais par exemple, ça, est-ce que c'est une question que vous vous posez au sein de la rédaction, de comment s'appeler, comment vous appelez, comment vous déterminer? Le Bondi Blog, c'est le média qui traite de l'actualité des quartiers populaires depuis 2005. On essaie évidemment d'avoir un traitement le plus équilibré possible entre les problèmes à souligner, les drames qui peuvent arriver, mais aussi de l'autre côté, les initiatives qui vont éclairer, les portraits de personnes à porter. Le mot en tant que tel, l'expression quartier populaire, comme tu disais à juste titre, il y a aussi des bonnes choses dans les quartiers populaires. Et il y a plein d'expressions de solidarité et autres qui se font. Pour moi, c'est pas quelque chose de péjoratif, ce terme. Par exemple, le terme banlieue, aujourd'hui, il est péjoratif. Pour certains Parisiens, en ce moment, la banlieue, c'est à la mode. Quand on voit ce que devient Pantin, quand on voit ce que devient Montreuil, etc., le mot banlieue fait plus trop peur en ce moment. Je pense que ça dépend du moment. Je pense que vous avez raison sur le fait qu'il y a des mots qu'on préfère plus que d'autres. Je pense que c'est de la sémantique et que, ouais, je sais pas, en ce moment, c'est quartier populaire et des fois, c'est banlieue. Ouais, j'y attache pas masse d'importance. Bah, vous êtes au poste, donc il faut quand même un tout petit peu nous dire d'où vous venez. Alors, je vais commencer par Jalal. Je prononce bien votre nom, c'est Kalioui, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Jalal Kalioui. Alors vous êtes passé par Al Jazeera Plus, par Click et Ouais, Corse Matin. c'est ça. Et C'est c'est ça. quoi ça? C'est quoi ce truc par Corse Matin? Bah, non, C'est mais quoi en fait, cette erreur de parcours? non, Ah, non, je non, rigole. c'est. Moi, en fait, je suis né à Ajaccio. J'ai grandi en Corse. J'ai grandi sur une île, donc les questions, on va dire, de la France périphérique, etc. Ça m'intéresse depuis un moment, sachant qu'il y a énormément de pauvreté en Corse. La Corse, par rapport aux revenus des habitants, c'est un des départements les plus Les pauvres, plus pauvres, malgré absolument, absolument. Ouais. malgré l'image qu'on s'en fait. Donc, c'est aussi intéressant de grandir sur un décor de carte postale avec une précarité qui est très, très forte. Rapidement, brièvement, j'ai étudié le journalisme pas très loin, sur la Côte d'Azur, entre Nice et Cannes, et j'ai étudié les sciences politiques à Bordeaux. J'ai été embauché chez Click de Canal+, chez Mouloud Achour en 2016, juste après mon stage, pendant 2 ans. Je suis parti tenter l'aventure AJ+ français, qui est qui est l'une des marques de pure player les plus diffusées dans le monde en 4 langues. Et du coup, juste après ça, donc, on est passé de la très grande boîte qui est Al Jazeera à toute petite boîte qui s'appelle le Bondi Blog. Ça fait 1 an que je suis rédacteur en chef du Bondi Blog. Super. Céline, vous étiez dans la banque. Ouais, tout à fait. Et maintenant, vous êtes venu braquer le Bondi Blog.
Ouais, je suis passée de la banque au journalisme. Je suis arrivée dans la banque par hasard. À vrai dire, c'était pas un métier qui me faisait rêver. Après mon bac, j'aurais aimé faire des études de journalisme, mais c'est quelque chose que je n'ai pas pu faire à l'époque pour diverses raisons. Et puis j'ai fait une alternance, je suis rentrée en banque, j'y suis restée, j'ai gravi les échelons et j'ai passé 15 ans dans le domaine bancaire où j'ai appris plein de trucs. Et puis à un moment donné, je me suis dit que j'avais envie de retourner à mes premiers amours et essayer en tout cas de réaliser quelque chose que je n'avais pas pu faire après mon bac. Et puis j'ai repris mes études à la trentaine passée et j'ai fait une école de journalisme. Et voilà. Est-ce que l'un pour l'autre, travailler pour le Bondi Blog, ça a un sens particulier? Parce qu'il y a pas mal de gens du Bondi Blog qui sont pas restés, qui sont partis voler de leurs propres ailes par la suite. Est-ce que c'est comme ça que le Bondi Blog se voit, c'est-à-dire comme un lieu de transit, de formation, de visibilité pour aller ailleurs, ou est-ce que il y a l'idée d'essayer de s'inscrire dans la durée? Effectivement, le Bondi Blog a vocation à être un tremplin, mais ça a aussi une vocation à permettre de traiter certains sujets qui ne sont pas traités par d'autres médias, parce qu'on a quand même une ligne éditoriale prononcée. On a un rapport particulier aussi au quartier populaire. Et c'est vrai qu'après, le fait que beaucoup de journalistes qui commencent au Bondi Blog partent voler de leurs propres ailes ailleurs une fois qu'ils ont fait leur preuve au Bondi Blog, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on se rend compte de la qualité de leur travail et du fait que le Bondi Blog a cette capacité à aller là où d'autres rédactions n'ont pas, alors non pas où la volonté d'aller, où n'ont pas les réseaux ou ne pensent pas à aller. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'après, on retrouve beaucoup de collègues qui arrivent dans d'autres rédactions et ils apportent leur touche parce que c'est quand même une touche qui est reconnue. Et je veux dire, aujourd'hui, 15 ans après la création du Bondi Blog, il y a pas de sujet sur la crédibilité du média. Je pense que David, en fait, vous cernez en fait les deux raisons d'être du Bondi Blog. Il faut savoir que le Bondi Blog a été créé donc en 2005. On célèbre aujourd'hui la 13e année d'une prépa qui s'appelle la prépa Égalité des chances avec l'ESJ Lille. Et donc chaque année, en fait, on forme une trentaine d'élèves boursiers qui, en général, arrivent à rentrer dans les écoles de journalisme entre 75 et 85% de réussite. Il y a cet aspect-là de formation qui est dans notre ADN et même au sein du Bondi Blog, c'est-à-dire que moi, j'ai toutes les semaines des gens qui peuvent être collégiens, retraités, qui viennent pour apprendre comment est-ce qu'on écrit, comment est-ce qu'on raconte une histoire. La formation, ça fait partie de notre ADN. On s'est construit en opposition au modèle journalistique classique, au modèle de formation universitaire classique par lesquels passent les journalistes pour aller en rédaction. Après, on a des journalistes depuis des années qui passent par les colonnes du Bondi Blog, qui se font remarquer et qui vont briller dans les autres médias. Et ça, c'est une fierté pour nous. Alors qui, par exemple? Ilyes Ramdani est aujourd'hui un des meilleurs journalistes du service du pôle politique chez Mediapart. Mohamed Mezreh, qui était un des contributeurs les plus réguliers du Bondi Blog, qui est aujourd'hui un des reporters les plus en vue au service actualité de France Info. Un jeune homme qui s'appelle Samir, qui était contributeur il y a quelques mois, qui est aujourd'hui reporter pour M6. On a des gens qui sont passés par la prépa, qui sont aujourd'hui au Monde. On a Bala Fofana, qui est aujourd'hui journaliste à Libération et qui signe énormément de papiers, notamment sur la société et sur la culture. Berkaoui, qui travaille aujourd'hui à Public Sénat. On a des gens qui travaillent chez TF1. Donc on Ah, est. c'est bien. Et il y a des gens qui continuent de travailler, qui travaillent ailleurs et qui continuent de publier de temps à autre au Bondi Blog aussi. C'est bien, c'est bien, parce que moi j'ai des souvenirs d'il y a une quinzaine d'années dans les rédactions parisiennes que je côtoyais. Il y a bien longtemps que c'est terminé. Je suis pas né à Saint-Denis. Je vivais à Saint-Denis
Et c'était étrange pour certains. Quand j'étais à iTélé, par exemple, pendant les émeutes 2005, on va y venir parce que, évidemment, c'est absolument essentiel pour comprendre le Bondi Blog. Il y avait quasiment pas de journalistes issus des quartiers. Et effectivement, le Bondi Blog agit comme une pépinière, quoi. L'idée maîtresse en fait du Bondi Blog, c'est quoi? C'est non pas imposer, mais proposer, débattre d'une autre manière sur le traitement médiatique des quartiers et comment est-ce que ce traitement médiatique-là peut, en éclairant des problèmes, changer la vie des gens. C'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est pour ça que vous, David, vous éclairez énormément les cas de violence policière. L'idée, c'est pas juste de dire je suis en train de faire ça. L'idée, c'est j'éclaire ça pour qu'on ne tue plus les gens. L'idée, c'est qu'il y ait des journalistes au sein des conférences de rédaction qui disent il faut qu'on traite le problème du logement, il faut qu'on traite le problème de l'eau potable, il faut qu'on traite le problème de l'éducation dans les quartiers, parce qu'à Saint-Denis, parce qu'à Aubervilliers, parce qu'à Bondy, parce qu'à Choisy, on manque de profs, etc., etc. Et en fait, c'est apporter les gens qui, et pas forcément uniquement par leur vécu, mais par leur professionnalisme, pourront apporter ce débat-là qui se retrouvera dans les colonnes, qui se retrouvera dans les reportages. Tout démarre en 2005. Il y a un dénommé Serge Michel, un journaliste suisse, effondré par le traitement médiatique des quartiers par ses collègues parisiens. On va dire soit les émeutes de 2005, soit les révoltes populaires de 2005, mais tout le monde a bien compris. C'est dans la foulée de Zied Bouna à Clichy. Il y a ces émeutes qui vont durer 3 semaines, ou révoltes populaires. Et là, tout d'un coup, évidemment, la presse parisienne découvre qu'il y a quelque chose derrière le périphérique. Et puis, la presse locale découvre qu'il y a quelque chose partout, puisque à peu près tous les départements de France et de Navarre vont être touchés. Et donc, Serge Michel se dit, il y a quand même un vrai problème de couverture médiatique en France sur les quartiers. Tiens, si on lançait quelque chose. Et donc, en gros, si je me gourre pas, c'est le Bondi Blog qui va lancer, c'est ça? C'est ça. En fait, comme s'ils étaient à l'étranger, ils installent un bureau de correspondant. Du coup, ils louent un appartement à Bondy. On va être au plus près pour, en fait, au-delà du fait divers, au-delà des voitures qui brûlent, au-delà du bruit, en fait, la nuit, comment est-ce qu'on va raconter le quartier, la vie quotidienne, l'école, l'aménagement urbain, enfin, comprendre, faire un travail tout simplement de terrain au long cours. Il y a une rencontre qui se fait avec Mohamed Hamidi, qui est donc le cofondateur du Bondi Blog, qui est aujourd'hui le réalisateur de talent qu'on connaît, qui était le metteur en scène qui est devenu le metteur en scène de Jamel et qui a fait des films à succès, notamment Né quelque part ou La Vache par exemple. Et donc lui est habitant de Bondy, il a un diplôme de prof et il s'intéresse au traitement qui est fait par les équipes de Serge Michel. Et en fait, il y a une transmission qui va se faire entre les équipes de Serge Michel et Mohamed Hamidi qui, lui, autour de lui, réunit en fait des jeunes et moins jeunes pour reprendre en fait ce Bondi Blog. Et du coup, c'est comme ça que le Bondi Blog vraiment naît et voilà. Je suis un peu désolé qu'on fasse encore cette émission en 2021. D'une certaine manière, j'ai l'impression que le constat de 2021, c'est le même que celui de 2006, c'est-à-dire que faut se retrousser les manches pour que les quartiers soient convenablement couverts. Quand je dis convenablement, c'est-à-dire dans leur globalité, quoi. Est-ce que vous, de temps en temps, vous avez ce découragement-là, ou est-ce que vous êtes tout feu tout flamme? Le découragement, je pense qu'il vient pas des sujets, il vient pas de la réalité. En tout cas, pas pour moi. Il n'y a pas de découragement face à la réalité. Il y a un découragement par rapport à l'état du métier, au comportement des confrères et consoeurs, Ouais. à l'état du C'est-à-dire? journal. C'est-à-dire qu'on se dit, mais vraiment, il y a personne encore pour s'intéresser à ces sujets-là. Évidemment, il y a des journalistes qui s'y intéressent et tant mieux, mais on aimerait que ces sujets-là, et que ce soit les quartiers ou les zones périphériques, les zones rurales, les dom-toms, il y a énormément de lieux qui ne sont absolument pas couverts, uniquement
par l'angle ou de la carte postale, ou du fait divers, ou du marronnier, selon la zone géographique. Et c'est terrible. Et c'est terrible. Et donc, en fait, le découragement, il vient plus du fait de se dire, bah, nous, on fait avec les moyens qu'on a, la petite caisse de résonance qu'on a, le petit réseau de journalistes qu'on a, qu'on Mm. essaye de mettre sur le coup. Il vient pas de la réalité. Moi, je ne parlerai pas de découragement. En revanche, il y a une colère. Je ne parlerai pas de découragement, mais de colère par rapport à certains sujets, comme le dit Jalal, qui ne sont pas traités, ou alors on est obligé de déployer une énergie énorme pour pouvoir mettre ces sujets en lumière avec les petits moyens qu'on a, alors qu'il y a des tas de choses qui se font et qu'il y a des tas de choses positives qui se passent dans les quartiers. Il y a des tas d'initiatives qui méritent, pardon, d'être mises en lumière, mais 1 million de fois, et des tas de gens qui font des super choses. Notre job, enfin en tout cas, moi, mon rôle, c'est aussi de mettre en lumière ces initiatives et ces personnes-là, plutôt que de parler toujours des mêmes personnes et des mêmes sujets, stigmatiser toujours les quartiers, alors qu'il y a plein d'autres choses à faire. C'est quoi vos moyens? Ouais, je les connais, c'est juste pour vérifier si j'ai bien travaillé. Si vous avez bien, ouais, ou si nous on connaît, ou si nous on tape pas dans la caisse. Faites gaffe, hein, ici, on a l'air sympa comme ça, mais c'est dur. Non, mais on fonctionne avec un budget annuel de 90 000 euros qui nous sont donnés dans le cadre d'une convention avec la NCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires. On a des subventions pour des projets que l'on fait. Après, cet argent-là, il nous vient pas comme ça, c'est-à-dire que c'est un appel à projet que l'on signe pour des actions d'éducation aux médias sur le terrain, tout un tas de choses de formation, etc., qu'on est souvent obligé de défendre pour justement faire en sorte que le Bondy Blog continue d'exister. Par exemple, vous faites des ateliers scolaires d'éducation aux médias, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'on va dans les classes. D'ailleurs, on a aujourd'hui une personne qui est dédiée à ça à temps partiel qui s'appelle Margot, qui du coup en fait va se charger de mettre en place des ateliers de comment est-ce qu'on repère une information, comment est-ce qu'on débunk une fake news, qu'est-ce qu'un média, qu'est-ce qu'un article, etc., etc. Et ça peut aller jusqu'à comment est-ce qu'on raconte une histoire et pourquoi pas faire naître des vocations, mais en tout cas permettre à un jeune public qui a peut-être pas forcément les codes à la maison de repérer une information, de peut-être la calibrer et en tout cas d'en déceler peut-être les choses un petit peu fausses. Vous officiez que en Seine-Saint-Denis? Non. On a des actions aussi à Reims, par exemple. Là, on est justement en discussion avec d'autres départements qui sont pas encore signés. On avait des collaborations un petit peu dans le sud de la France, etc. Donc non, pas du tout. Vos interlocuteurs, je parle des jeunes interlocuteurs, ceux-là par exemple. Est-ce que ils ont conscience de l'image qu'on projette d'eux, de l'image qu'eux-mêmes projettent, ou est-ce qu'ils s'en foutent complètement? Je ne parle pas dans le cadre de l'éducation aux médias, mais dans le cadre des articles que je peux réaliser ou des reportages quand je vais dans le quartier des Isards à Toulouse, quand je vais dans d'autres quartiers, quand je dois faire parler les gens sur les questions de violence policière, obtenir leur confiance, parce que c'est pas évident. Quand on sait que ces violences policières, après, il y a des conséquences quand ils décident de mener un combat face à l'institution, etc. Bien sûr qu'il y a des réticences à l'égard des médias, mais des réticences qui sont justifiées, on ne va pas se mentir. Je veux dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Si aujourd'hui les habitants des quartiers populaires, les jeunes en particulier, mais les habitants des quartiers populaires en général, sont méfiants à l'idée de répondre à des médias, il y a des raisons. Ils savent ce qui risque, c'est-à-dire on va sortir un propos hors de son contexte, ça risque encore d'être stigmatisant, on va déformer leurs propos et après, ils n'auront pas le droit de réponse. C'est aussi pour ça que je fais ce métier, c'est d'être la plus fidèle possible à leurs propos et donner peut-être une alternative aux propos qu'on leur prête souvent. On est dans une époque où finalement on pourrait se moquer des mass médias, de ce que les mass médias disent de vous, parce que il y a d'autres endroits pour se raconter, pour se mettre en scène. Je dis ça dans le sens noble du terme. Instagram, TikTok, Facebook, finalement, c'est aussi une façon à sa manière d'inventer des contre-récits, et on pourrait se dire finalement ce que le Parisien ou LCI raconte de nous aujourd'hui a moins d'importance. Non, c'est pas le cas. Ça a toujours de l'importance. Moi, de mon côté, je vois effectivement une nouvelle génération
qui a plus besoin des médias pour se raconter. Moi, je vois des gens, jeunes ou moins jeunes, hein, qui créent des plateformes qui sont presque aussi puissantes que C'est ça. des médias référents. Aujourd'hui, on se parle sur Twitch, on a sûrement beaucoup plus d'audience que des émissions de chaînes d'information continue avec un débat, une modération qui est autant, voire plus qualitative que ce qu'on peut avoir. Le problème, c'est que les mass médias sont toujours consultés par les représentants politiques, par une grande majorité de Français, par la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Et donc, je pense que c'est, même si peut-être que eux se détachent de ça, et à raison, comme disait Céline, il y a une grande méfiance, et on peut comprendre, mais je pense que c'est quand même important parce que c'est des médias aujourd'hui qui comptent toujours dans le débat public et dans le débat d'idées. De fait, il y a des autorécits et qui sont faits et des grandes plateformes, des grands comptes Instagram, des grandes chaînes YouTube qui sont construites et qui amènent un autre débat. Et je pense à des lanceurs d'alerte. Vous êtes proche de Tahabouas, je pense à Siam Asbag, des grands qui sont devenus presque des leaders d'opinion et qui permettent de déconstruire une actualité, un fait précis, etc. Je reviens sur le pognon, vous avez annoncé 90 000. Moi, j'avais lu 110, mais c'est pas grave. On n'est pas à 20 000 balles près. Enfin, si. Non, en fait c'est 90 qui sont donnés par l'ANCT C'est et ça. c'est ensuite 20 000 qui est, il me semble, donné aussi par le ministère de la Ville dans le cadre d'un projet média. Et du coup, c'est juste une autre ligne de compte. C'était là où je voulais en venir. Voilà, c'est le ministère de la Ville. Et là, comment on fait pour à la fois dire à des gamins ce que vous faites très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, il faut développer son esprit critique, etc., son autonomie. Et puis en fait, finalement, vous êtes 100% redevable de l'argent public et de, je vais le dire franchement, de ce qui fait en partie le malheur des quartiers, c'est-à-dire une Ouais, bien politique sûr, de la ville qui est consternante, voilà, bien sûr. depuis toujours. Et je le dis d'autant plus que des gens qui agissent là-dedans me l'ont dit il y a 10 ans, il y a 15 ans, et ils étaient presque les premiers à être déprimés par rapport à ça. Je pense après, ça dépend comment on se place. Nous, en tout cas, on continue de critiquer l'action de l'État. On continue de porter un jugement souvent amer, souvent acerbe sur les politiques publiques et que ce soit la politique de la ville, mais de manière générale sur tout ce qui touche à la vie des quartiers. Donc ça, pour le coup, nous, on est plutôt très tranquille sur ce point de vue-là. Dans le même temps, certes, on est financé par le ministère de la Ville, mais en attendant, le ministère de la Ville, c'est quand même le contribuable qui le finance, c'est quand même les Français qui le financent. Donc, dans un sens, au final, nous, on se considère aussi comme un service public comme un autre, que l'État finance lui-même ses contre-pouvoirs comme la justice, comme les médias. On est tous OK avec cette idée. Le problème, c'est comme vous l'avez souligné, c'est on a un seul discours, ou en tout cas une version dominante de l'histoire des idées, de l'histoire économique, de tout, de l'écologie, etc., qui transparaît dans des médias comme Le Parisien ou autres. Est-ce qu'il y a eu des papiers, des enquêtes dans le Bondi Blog qui ont posé un problème à certains de vos financeurs? De mémoire, non, et on est plutôt tranquille de ce point de vue-là. Serge Michel, c'est donc le gars dont on parlait tout à l'heure, un des cofondateurs, un des instigateurs du Bondi Blog. Donc je lui ai écrit ce matin. Prix Albert Londres, hein. Prix Albert Londres, très bien. C'est un modèle de réussite, Serge Michel, parce que dans tout ce qu'il fait avec Heidi, etc., en termes de construction médiatique et de solidification économique, c'est quand même costaud. Donc, ouais. Donc ça date de ce matin. Je suis de tout cœur avec le bébé. Ah oui, alors, parce que Bondi Blog, c'est bébé, c'est le Black Blog, on sait pas trop. Bon, bref, non, c'est Bondi Blog. Je suis de tout cœur avec le Bondi Blog Nouvelle Formule. Je trouve qu'ils font du bon boulot. On attaque la 4e campagne présidentielle couverte par le Bondi Blog, la première étant celle ayant vu Sarko gagner en 2007. Ce sont toujours des moments de grande importance pour le Bondi Blog, une réaffirmation de sa nécessité dans le grand débat national. Je suis fier de l'équipe en place, fier aussi de toutes celles et ceux qui sont passés par le Bondi Blog et œuvrent aujourd'hui dans d'autres médias. A plus, Serge Michel. C'est plutôt cool que le boss puisse penser ça. C'est cool. Le boss, Albert Londres.
Voilà, c'est ça qui compte. C'est-à-dire qu'évidemment, moins qu'un autre, ou autant qu'un autre, vous n'êtes pas plus, pas moins innocent. Voilà, vous avez une place. Là, il y a les élections, il y a les présidentielles. Comment vous voyez les choses d'abord pour le Bondi Blog? Pour le Bondi Blog, je me place du public, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, nous, aider au mieux les gens à savoir pour qui ils votent et aider notamment les primo-votants. Il y a un vrai travail de décortiquer qui est qui, de décortiquer les programmes, etc. D'autre part, je pense qu'il y a un vrai travail sur les gens qu'on méprise un peu, c'est ceux qu'on appelle les abstentionnistes, et d'aller un peu plus vers eux, de continuer à faire notre travail de terrain, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils pensent de la situation, quels sont les potentiels diagnostics à faire en faisant remonter de la base. Après, il y a l'état du débat et sur comment nous, est-ce qu'on se positionne par rapport à ça. Évidemment, les candidats, que ce soit de la droite, du centre ou même de la gauche, etc., évidemment qu'ils se pressent pas pour... c'est pas leur priorité d'aller au Bondi Blog. Ils préféreront aller chez Brut, ils préféreront aller chez France Télévisions, voilà. Est-ce que par exemple vous considérez que Hanouna, pas lui mais son plateau, c'est la porte d'entrée de la banlieue dans les masses médias? Je pense que c'est la porte d'entrée de beaucoup de classes populaires, pas uniquement de la banlieue. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, hein, j'ai pris un Uber pour rentrer tard du bureau parce que les transports étaient sont ce qu'ils sont. Et du coup, quand on voit un chauffeur Uber, par exemple, se rattraper le replay de Hanouna, ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses de l'époque, c'est-à-dire qu'on est dans un mélange des genres. Tout le monde y participe. Les médias y participent, les politiques y participent, les grands acteurs économiques y participent. Hanouna, pour le coup, va représenter un vrai enjeu de vulgarisation de la politique. Tout en charriant les pires clichés. C'est ça le problème. Hanouna, c'est aussi à l'image d'une classe politique, pour moi, qui n'a pas le niveau des enjeux. L'enjeu dans le débat d'idées, l'enjeu écologique, l'enjeu économique, enfin... c'est pas ça, quoi. On a des ministres qui produisent des fake news sur l'islam, sur l'islamo-gauchisme, sur le wokisme, sur le séparatisme, etc. On a une production de fake news pour des retombées politiques nulles. Et je pense que bah, de l'autre côté, on a des médias qui arrivent pas à suivre, et celui qui capte un peu, c'est celui qui vient pas du champ politique classique, et Hanouna qui ramasse tout. Je suis assez d'accord avec Jalal sur le fait qu'aujourd'hui, on est, les électeurs potentiels aient besoin d'une certaine lisibilité sur les différents candidats, sur leur programme, sur leur histoire aussi, savoir d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait auparavant. C'est notre rôle aussi, je pense, de les informer là-dessus pour qu'ils puissent faire éventuellement un choix en connaissance de cause. Le rôle du bébé dans ces élections, c'est aussi de donner la parole à ceux à qui on la donne peu ou pas. Des habitants des quartiers pour connaître leurs besoins, parce que contrairement à ce que certains pensent, les quartiers ne sont pas des déserts politiques, et il y a des choses aussi qu'ils ont envie de dire, et encore faut-il qu'on leur donne la parole. Concernant Hanouna, on peut pas retirer à Hanouna le fait que sa qualité, c'est qu'il invite tout le monde. Après, il y a un format particulier. Retrouver un ministre en face de quelqu'un de la télé-réalité pour le buzz, voilà, je pense qu'effectivement, il y a un problème au niveau de l'élévation du débat. Nielda71 nous dit ce qui intéresse Hanouna, c'est l'audimat, son business, c'est tout. Il est malin, c'est-à-dire que son business, c'est ce que vous appeliez tout à l'heure les classes ou les couches populaires, etc., auxquelles finalement, ici on ne s'adresse pas vraiment, Libé non plus, Le Monde non plus, France Inter non plus, et donc il rafle d'une certaine manière la mise à Hanouna. Et vous, le Bondi Blog, qu'est-ce qui vous assure que vous touchez en dehors de vos interlocuteurs? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous disséminez votre regard, votre travail, votre rigueur et tout ça qui est absolument nécessaire? C'est une bonne question, ça. Mais Et on n'est pas chez les cons ici, hein, je tiens à vous le dire. je pense que l'unique preuve qu'on touche les quartiers populaires, en tout cas ceux dont on aimerait porter la voix, c'est l'impact.
Oui. Par exemple, l'année dernière, on était dans une année sportive importante avec l'Euro de foot, et on a vu énormément de publicité autour des paris sportifs avec, je pense que vous l'avez vu David, un vocabulaire ultra marketé pour plaire aux habitants des quartiers populaires. Vous avez fait des super papiers, je pense vous allez parler de ça, mais précisément, c'est là où c'est diabolique, c'est que Hanouna, les publicitaires, pour moi c'est le même monde, hein, c'est comme dirait Mésange Pictavienne, c'est vomitif. Ces paris sportifs qui sont allés draguer finalement les quartiers pour les détrousser, quoi. Enfin, C'est exactement ça. C'est du pickpocket légal, quoi. C'est exactement ça, et c'est un gros travail d'enquête de notre directrice qui est Latifa Oulkouir. Enquêter sur les paris sportifs, c'est enquêter sur des pratiques opaques qui détruisent des vies et des familles. En gros, c'est un marketing avec des mots qui parlent aux jeunes des quartiers, c'est-à-dire qu'on va s'élever socialement grâce aux paris sportifs. Tout pour la daronne, être le roi du quartier. Latifa a interrogé des joueurs qui ont tout perdu, pour la plupart des joueurs jeunes qui sont victimes en fait de ce marketing-là. Le chiffre d'affaires sur le 1er septembre 2021 des opérateurs, ils sont seulement une quinzaine, c'est plus de 400 millions d'euros. C'est colossal. L'autre partie, donc derrière l'écran, on a des opérateurs, Winamax, BetClick, qui en fait favorisent les paris de ceux qui perdent souvent. Et de l'autre côté, les quelques joueurs qui arrivent à gagner, on va bloquer leurs gains et on va bloquer leur compte. Cet article-là que j'ai montré, il avait... Peut-être c'est une vue de l'esprit de ma part. Il me semble qu'il a percé un peu plus. Les autres papiers, c'était plus pour dire on détrousse les banlieusards et bon, bah en gros, ça émeut peu. En revanche, quand vous dites ah, mais les gagnants, quels qu'ils soient, ils sont bloqués, ah, bah là. Ouais. C'est ça, hein. Les anciens allaient au PMU et étaient dragués par des publicités d'Omar Sharif. Les jeunes sont dragués sur Snapchat. 28 ans, mais de la mémoire quand même. Parce qu'Omar Sharif, faut le placer quand même. Bravo. Omar Sharif, oh la vache. Non, mais c'est vrai. Mais David, votre question, c'était comment est-ce qu'on mesure si on parle toujours, si on est toujours judicieux. Oui. C'est par ce genre de travail-là qu'on se dit, OK, on est toujours légitime à parler, on est toujours important. Et aujourd'hui, Latifa Oulkouir a organisé une table ronde pour trouver des solutions avec l'Autorité nationale des jeux, avec des représentants de la jeunesse via des gros médias comme Bouscapé par exemple, des directeurs d'agences d'influenceurs. On discutait ensemble autour de quelles solutions trouver, des solutions légales, des solutions législatives, des solutions juridiques pour freiner ce marketing, freiner ces pratiques. Et on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'on essaye d'éclairer pour changer les choses. C'est votre article du 16 septembre, Céline, tir policier à Astin, je me suis vu mourir. On voit clairement sur la vidéo qui tourne que ceux qui sont définis comme des policiers en civil ne portent pas de brassard et ne sont pas identifiables. Très rapidement, on a un communiqué de la préfecture qui nous parle d'un refus d'obtempérer, que les policiers ont été blessés, ce qui ne paraît pas évident sur la vidéo. Et l'enquête était en cours, mais que ça se présentait plutôt comme des faits de légitime défense. Voilà. La famille de cet automobiliste, Nordine, qui me contacte et qui me raconte. Pourquoi il vous contacte ? Pourquoi il me contacte ? Parce que je connais des personnes dans plusieurs quartiers populaires et que j'ai déjà fait des articles sur d'autres affaires de violences policières. Il faut qu'il y ait une certaine confiance, donc on me met en relation avec Nordine que je rencontre. C'était un mois après les faits, parce qu'il était resté déjà à l'hôpital de longues semaines. Il me raconte, lui, sa version des faits, et puis le traumatisme, etc. Quel enjeu politique ça a, les violences policières ? C'est-à-dire qu'au-delà du cas de Nordine, par exemple, qu'est-ce que ça signifie, selon vous, si ça signifie quelque chose, de parler des violences policières dans les quartiers ? Moi, ça signifie quoi ? Pour moi, c'est une question d'égalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des victimes, il y a des coupables, et que chacun soit considéré comme tel. On se rend très vite compte qu'il y a une méthodologie qui est bien rodée. La déshumanisation, la criminalisation de la victime, voire de la criminalisation au sens large de sa famille ou de ses soutiens, qui sont détruites. Les violences policières ne sont pas que dans les quartiers populaires, ne touchent pas que des habitants des quartiers populaires, mais force est de constater que quand on prend le recensement, par exemple, qui a été fait par Bastamag, une majorité des victimes sont issues des quartiers populaires et sont des personnes identifiées
comme issus de l'immigration. Jalal, la question de la police et des quartiers, elle vous chiffonne pas aussi au sens où, par rapport à votre volonté d'essayer d'amener une autre image, une autre médiatisation des quartiers, est-ce que ça vous arrive de vous dire non, on va pas faire ce papier parce que c'est bon, on a déjà fait ça et on a envie de montrer autre chose? J'aimerais que ça m'arrive de me dire, on va pas couvrir ce cas de violence policière parce que ça a été trop couvert. J'aimerais vraiment, David, vraiment, on va pas couvrir ça. Il y a eu assez de couverture. Et en fait, souvent, on se rend compte qu'il y a zéro papier, en fait. On est malheureusement toujours la mauvaise conscience du métier. Quand on voit la souffrance pour une famille d'être victime d'une institution aussi puissante que la police en France, qui est de plus en plus protégée, et on voit que pour les candidats à la présidentielle, il faut surtout pas se froisser avec le bras armé de l'État. Il faut surtout pas dire que la police tue. Il y a les violences policières et il y a une multitude de violences en vrai pour les habitants des quartiers populaires. Il y a les violences à l'hôpital, les violences gynécologiques, il y a Le mal logement. le mal logement, les violences psychologiques qu'on peut ressentir au travail quand on s'appelle tel ou tel, des violences écologiques parfois quand on voit le sort qui est réservé au jardin des Vertus à Aubervilliers pour construire ce qui va devenir une piscine olympique. Donc, ouais, tout ça, malheureusement, fait partie d'un tout et on sera obligé d'apporter des mauvaises nouvelles, même si nous, en vrai, on aime bien les comédies, hein. Il y a un truc sur lequel le Bondi Blog ne rigole pas, si tant est qu'il y a des choses sur lesquelles vous rigolez, c'est l'image des quartiers. C'est quoi l'enjeu qu'il y a pour vous autour des questions culturelles, de l'image des quartiers C'est l'exigence artistique, c'est l'exigence intellectuelle, c'est l'exigence réalistique, c'est ça en fait. On a le droit, nous aussi, à avoir des comédies exigeantes, à avoir des films qui racontent la réalité et qui ne la travestissent pas. Et nous, on est comme les Césars. Comme les Césars. On distribue les bons et les mauvais points. Non pas qu'on est les représentants de la banlieue, bien au contraire, on le vend. Et moi, je fais très, très attention à le vendre comme un parti pris. Par exemple, pour Bac Nord, il a fallu que ça soit, et je pense que ça ne vous a pas échappé, il a fallu que ça soit un journaliste irlandais qui relève le fait que potentiellement ce film-là, dans un contexte politique, puisse amener un vote d'extrême droite. Et je m'en réfère à la critique qui a été faite par Farrell Amraoui sur le bébé, c'est que c'est un super divertissement sur la forme et un film de propagande sur le fond. Est-ce que Les Misérables, par exemple, ça sonne plus juste? Ouais, carrément. Les Misérables sonnent plus juste. Récemment, Fragile sonne plus juste. Le film Gagarine sonne plus juste. Ce que Ulysse Rabaté dit dans son livre et il le redit chez vous, c'est que il y a un divorce consumé entre la gauche et les quartiers populaires, ce qu'on appelait avant la banlieue rouge. Il estime, lui, qu'il y a des nouvelles formes d'activisme ou politique, d'expression politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ils ont bien compris à un moment donné, les habitants des quartiers populaires, qu'ils étaient utilisés, qu'on venait les voir qu'à l'aube des élections. Donc, il ne se passe rien pour eux pendant X années, et puis 8 mois avant les municipales, enfin, pour les diverses échéances, on vient les chercher. À un moment donné, les gens ne sont pas dupes. Donc oui, ce divorce, il est consumé. J'ai l'impression que la gauche, il y a plus d'idées. Il y a plus d'idées, il n'y a pas de... Alors, on s'est beaucoup moqué de Benoît Hamon et de ses 6%, mais il y avait un truc autour du revenu universel, il y avait quand même des propositions d'idées, et là, on a l'impression que les seules idées, on va dire, novatrices, entre guillemets, c'est soit des idées sécuritaires, soit des idées anti-immigration, soit des idées conservatrices qui reviennent Des idées de droite. de plus en plus à la mode, évidemment. Ils se sont séparés vraiment des pauvres qui aujourd'hui, peut-être, n'ont plus les mêmes prénoms, mais ça fait un moment qu'ils ont quand même plus les mêmes prénoms. Il y a un divorce qui est consommé, on le voit dans l'abstention, et de l'autre côté, on a des militants,
des journalistes, etc., qui, eux, sont dans la production d'idées, qui, eux, sont dans la production d'initiatives, qui, eux, sont vraiment les mains dans le cambouis, mais sans le financement, et qui proposent des choses, qui proposent des modèles alternatifs, qui proposent une lutte. Et malheureusement, la gauche, elle est déconnectée. Et voilà, et c'est malheureux, mais ça va conduire à la défaite. Cladmi dit « Ça m'avait choqué un reportage récent avant les municipales où des élus de gauche disaient « Il faut qu'on aille dans les quartiers pour resensibiliser les gens ». Ça, c'est quelque chose... Par exemple là, est-ce que les partis politiques commencent à vous appeler en disant où est-ce qu'on peut aller faire un peu de porte-à-porte, quel est le quartier où ça pourrait bien se passer ou pas encore? Pour le moment, rien à signaler à ce niveau-là. On n'est pas, nous, on n'a pas vocation à guider tel ou tel parti. Nous, en tout cas, pour ma part, j'ai pas reçu ce genre de message. Nous, quand on traite un déplacement ministériel, gouvernemental, présidentiel, on choisit toujours de ne pas suivre le pool, entre guillemets, donc les journalistes qui fournissent les images, les déclarations, etc., et de sortir du petit cordon et justement d'aller faire un peu notre vie. Donc, c'est la moindre des choses de faire ce qu'on veut. Sinon, c'est pas la peine d'être indépendant. Non, de galérer. c'est ça. Moi, je me souviens très très bien de Claude Dillain. Alors, ce nom vous dit peut-être pas quelque chose, mais c'était le maire de Clichy-sous-Bois en 2005 et de son désespoir en 2007, donc 2 ans après les élections, 2 ans après les émeutes, en fait 1 an et demi après, puisque la gauche finalement n'était pas venue. Ségolène Royal n'était pas venu. Je me souviens très très bien de ça. Claude Dillain, qui était PS, il est paix à son âme, il est décédé, qui était par ailleurs psychiatre. Donc lui, quand il parlait des gens du quartier, il disait les enfants. Voilà, c'était un mec vraiment extraordinaire. Il était PS, voilà, comme quoi tout arrive. Et je me souviens de ses regrets, de ne voir personne venir. C'était 1 an et demi après les émeutes. Donc politiquement, il y avait quelque chose éventuellement de rentable, pour parler cyniquement comme ils peuvent le faire dans les appareils. Eh bien non, les types n'étaient pas arrivés. Et ça, par exemple, est-ce que c'est quelque chose que vos interlocuteurs, je pense à Céline, par exemple, quand vous allez à Toulouse, quand vous allez à Montpellier, etc., est-ce qu'on vous parle de ça? Est-ce qu'on vous dit... Ah oui, clairement. Et on vous dit quoi? Ils sont obligés de déployer une énergie énorme pour faire valoir leurs initiatives, pour faire reconnaître leur travail et leur utilité. Moi, je l'ai vu notamment à Toulouse, alors qu'il y avait un truc de fait qui était juste énorme. Il y a toute une difficulté face à certains acteurs de terrain et leurs initiatives de faire reconnaître leur expertise. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui reviennent d'ailleurs, des chargés de mission et autres, et qui vont leur dire comment faire face à un secteur ou un terrain qui eux ne connaissent pas. Les gens sont plus dupes en fait du coup de com'. Des gens qui arrivent quand il y a un fait divers ou quoi que ce soit, ou quand il y a un drame, et qui viennent devant les caméras des grands médias se pavaner et faire une déclaration, alors que le reste de l'année, les gens sont seuls face à leurs problèmes, et ça c'est quelque chose qui revient régulièrement. Une éruption dans le chat de Christian Moll qui dit « C'était l'époque où Ségolène Royal préférait ouvrir sa campagne présidentielle sur l'ordre juste ». Eh bien, Christian Moll... Et la bravitude. Eh bien, Christian Moll, ça me permet de dire un truc. Je me souviens très très bien du débat de l'entre-deux tours, Sarkozy, Ségolène Royal, où elle lui dit ça. Elle lui dit « l'ordre juste ». Et lui, vous savez ce qu'il lui répond? Il lui dit « Moi, je veux juste l'ordre ». Et je vous jure que c'est vrai. J'ai dit à mes enfants, on se casse, et on est allé vivre au Canada. Wow. Pendant 7 ans. Et donc c'est drôle que Christian Moll... Ah ouais, alors, l'ordre juste l'ordre. Bon, eh ben, je suis revenu, c'est pire. C'est pire. On va partir un petit peu plus loin. Quand Emmanuel Macron décide d'aller au Muro pour réaffirmer sa droitisation, avec le discours sur le séparatisme, ça veut dire aussi quelque chose. C'est-à-dire que des fois, les quartiers, selon la portée du message, peuvent servir soit de rampe de lancement, soit de fusible un peu politique, ou en tout cas de zone de tir intellectuel pour s'affirmer. Donc pour le coup, c'est intéressant. Mais sur la question de la sécurité,
ou de l'ordre juste ou juste de l'ordre. Est-ce que le Bondi Blog ne manque pas un peu de courage parfois et devrait peut-être aborder ces questions-là de son point de vue? Par exemple, la question des rodéos, qui est totalement instrumentalisée, totalement, voilà, il y a des lois pour ça, il y a des débats à longueur de journée. On va pas faire un débat là maintenant sur les rodéos, mais il me semble pas avoir vu de papier, genre rodéo, combien de divisions, voilà, comment c'est vraiment vécu, comment c'est apprécié, ou au contraire dans les quartiers. Vous voyez ce que je veux dire? Une vision des quartiers de ce phénomène-là, si c'en est un. Est-ce que de temps en temps, vous manquez pas à votre devoir, camarade Jalal? Je pense que la question des rodéos, pour le coup, moi, je l'ai pas vu comme un phénomène culturel en tant que tel. Mhm. Mais effectivement, peut-être qu'on a manqué quelque chose. On est très humble sur ça et sans se cacher derrière les financements ou quoi. Il y a des choses il y a des choses qu'on loupe. Et je pense que c'est normal. Et ça a été traité par d'autres médias. Par exemple, Combini a fait un excellent sujet sur cette culture-là. On y était, au poste y était, c'était à Sarcelles, en Mhm. hommage à Ibrahim Ibrahim. Ba, Ouais. qui est mort au guidon de sa moto. Je Ouais. rappelle pour les mauvaises langues que la moto n'était pas volée et qu'il portait un casque. Bon, voilà, Mhm. maintenant ça c'est réglé, etc. C'est une culture hein, quand même, le deux roues dans les quartiers, c'est pas nouveau. Pourquoi on leur proposerait pas des terrains aménagés? C'est une revendication de beaucoup. Oui, oui. Et d'ailleurs, j'ai vu j'ai vu certains bikers, certains motards m'expliquer, voilà, ils achètent des motos qui ne sont pas homologuées route, mais qui sont quand même légalement vendues en France, avec des Mhm. taxes, avec une TVA, enfin je veux dire, voilà, parce que c'est fait pour rouler sur des circuits, mais il n'y a pas de circuit. Donc c'est quand même embêtant, voilà. Donc les sujets qui fâchent, s'ils étaient parfois abordés par vous, ça nous permettrait d'avoir des réponses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, voilà. Natla Gitane à propos de culture. On a l'impression que depuis les années 90-2000, l'imaginaire et le rayonnement culturel des Tchékas, pourtant excessivement riches, les 2 précédentes décennies, s'est considérablement affaibli. Comment expliquer ce phénomène? Je comprends ce qui est dit, mais je suis pas forcément d'accord. Je trouve que la culture émanant des quartiers, ce qu'on appelle vulgairement la culture urbaine, est devenue la culture dominante. Mm. Aujourd'hui, qu'on soit en Normandie, dans le centre de la France, dans le sud, etc., les jeunes écoutent principalement une musique issue des quartiers. Les jeunes s'habillent avec des modes, des survêtements, des flûtes à capuche, des façons de s'habiller qui sont issues des quartiers qui sont reprises par les géants du luxe. Donc, il y a aussi, au niveau littéraire, toute une nouvelle génération. Je pense par exemple à une auteure qui est célébrée qui s'appelle Faiza Again, Mhm. qui est aujourd'hui l'une des plumes françaises les plus lues ou en tout cas les plus remarquées. Donc même au niveau littéraire, il y a aussi cette empreinte-là qui est là. Au niveau du cinéma, quand on a un représentant comme Omar Sy, qui est aujourd'hui à la tête de super productions comme Netflix, qui arrive à imposer un Arsène Lupin en jean, en basket, issu d'un quartier, je pense qu'on peut. Honnêtement, je suis pas forcément d'accord et voilà mes arguments. Je pense qu'aujourd'hui, la, la culture et depuis toujours, mais aujourd'hui plus que jamais, la culture issue des quartiers s'est imposée à tout le monde et sur énormément de champs. Sentier Battant vous demande comment expliquez-vous que l'initiative du Bondy Blog est prise à Bondy et pas dans d'autres quartiers populaires en périphérie de Paris ou d'autres mégapoles? En fait, il y a eu énormément de Bondi Blog, de médias alternatifs qui ont des fois pris le nom Bondi Blog, qui, par exemple, à Trappes, pendant longtemps, il y a eu le Trappy Blog. Encore aujourd'hui, il y a un média totalement indépendant du Bondi Blog qui fait sa vie, et force à eux, qui s'appelle le Lyon Bondi Blog. On a eu le Dakar Bondi Blog. On a des initiatives au Brésil. Ils ont contacté
contacté Latifa en disant qu'il s'était directement inspiré du Bondi Blog. Donc, pour le coup, le phénomène a pris. Question de Glodioman, même si la multiplication des médias alternatifs et indépendants est salutaire, la multiplication des prises de position des médias indépendants mainstream n'enferme-t-elle pas les gens dans un mode de pensée et limite la confrontation des points de vue? Alors, je pense que c'est très valable pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand on s'abonne à, on va dire, quand on s'abonne à David Dufresne, quand on s'abonne au Bondi Blog, quand on s'abonne à Street Press, quand on s'abonne à Céline Bory, quand on s'abonne à Mediapart, évidemment, on a cette bulle, cette bulle des réseaux qui se crée. Après, je pense que ça, c'est uniquement valable sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Je pense qu'une fois qu'on sort de ça et qu'on va dans la rue ou qu'on allume la télé, je pense que la bulle éclate vite. On vous demande, le journal est né sur l'idée que les quartiers populaires avaient trop peu de médias dédiés à la vie politique de ces derniers, mais le problème n'est-il pas que désormais la grande majorité des autres médias ne renvoie plus qu'une image diabolisée à dessein d'une guerre sociale entreprise par leurs propriétaires? Je pense que l'internaute veut parler du choix des sujets, qui irait pas forcément vers l'intérêt général, et plus essayer de titiller tel ou tel électorat. Et je pense qu'il pense à peut-être Bolloré et Zemmour. Je suis pas loin d'être d'accord avec lui. Je pense qu'il y a longtemps que les médias en tout cas les télés surtout, font des choix éditoriaux par rapport à ce qui pourrait plaire au public et pas par rapport à ce qui pourrait servir au public. Ouvrir son journal sur l'absence de sages-femmes en Seine-Saint-Denis, par exemple, qui est un désert médical et où les femmes sont obligées de changer de département pour accoucher, c'est pas forcément hyper vendeur. Par contre, faire ça sur Éric Zemmour qui pointe des journalistes avec un sniper, ouais, c'est plus intéressant. Pensez-vous qu'il y ait une volonté véritable politique d'améliorer les choses concernant les quartiers, ou la situation actuelle ne serait-elle pas une aubaine, entre guillemets, une aubaine pour l'accentuation d'une politique sécuritaire, c'est-à-dire une instrumentalisation? C'est une méthode de la politique de la ville, c'est-à-dire qu'on laisse des quartiers à l'abandon, et puis un jour on dit, on dirait à tout le monde, maintenant il va falloir détruire, parce que de toute façon l'état des lieux il est déplorable, et puis on demande aux habitants, on demande, les habitants en place doivent partir plus loin, et puis la gentrification fait que ce sont des nouveaux habitants avec de nouveaux moyens qui prennent place dans des nouveaux logements plus modernes, et voilà, donc ça profite aux habitants. Donc pour moi, oui, il y a clairement une volonté dans certains quartiers de laisser la situation se dégrader. Et ça, quand vous l'écrivez, vous avez des réactions de ceux qui pourraient se sentir visés par vos accusations? Souvent, quand je fais des reportages dans certains quartiers, les interlocuteurs en place, le contradictoire que je vais appeler, la presse, quoi que ce soit, va me dire oui, mais on a mis tant de budget, on a débloqué tant de millions, ou voilà, on te parle en chiffres et on te sort les cahiers comptables pour dire voilà, on a mis les moyens. Mais où a été cet argent? On parlait de politique de la ville à un moment donné, quand je parle aux habitants dans les quartiers, beaucoup me disent il faudrait un audit de la politique de la ville. Où est parti cet argent et à quoi ça a servi et à qui ça a profité? Voilà, c'est une demande qui est assez récurrente. Bon, j'allais dire chers amis, voilà, voici, chers amis du Bondi Blog. Bonne soirée Céline. Merci David, merci pour l'invitation. Salut tout le monde. Merci. Salut encore, merci David. C'était super, tout le monde vous remercie. Merci à vous, dit Tiniles, Natla Gitane. Merci à vous, bravo pour votre travail. Émile Cheval, je vous écouterai en replay, monsieur et madame Bondi Blog. Demain, il y en a trop. Je vous salue. Alors, je le fais un peu grand siècle, parce qu'il paraît que j'ai l'habitude d'évacuer les invités. Donc, je vous salue. Merci infiniment d'être passé nous voir. donc voilà. Non, mais merci beaucoup David pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Et merci à tout le monde d'avoir posé des questions et tout. C'était hyper agréable. J'ai pas vu le temps passer. Et non, mais du coup, je suis inscrit. Vous êtes mon premier abonnement, David. Eh ben super. Merci beaucoup.